Bonjour à tous et bienvenue dans 360. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé des vidéos sur des bases de géologie comme qu'est-ce qu'une subduction, comment fonctionne un bassin sédimentaire, etc. etc. C'est pas une mauvaise idée, car il faut avoir ces bases en tête pour aborder des sujets plus complexes. Mais je me suis dit que quitte à commencer, autant commencer par la base de la base. Cette semaine, nous allons donc aborder la structure de la Terre ainsi que les principales caractéristiques et les principaux rôles de ces différentes couches. Ce sera très simplifié, mais je vais introduire les fondamentaux. Au centre de la Terre, il y a le noyau métallique. Le fer est son principal composant et il a attiré à lui tous les éléments les plus lourds ou, le cas échéant, les éléments qui ont une affinité chimique pour le fer. Autrement dit, des atomes qui s'associent facilement aux atomes de fer, comme l'or, le cobalt ou encore le nickel. D'ailleurs, le nickel est si abondant dans le noyau qu'on dit de lui qu'il est fait d'un alliage de ferro-nickel. Retenez bien ce nom, on en reparlera à l'avenir. Le noyau est composé de deux couches. Le noyau externe, ici en rouge orangé, est l'une des deux seules couches de la Terre à être liquide avec l'hydrosphère. C'est un bain de ferro-nickel en fusion chauffé à entre 3800 degrés Celsius à sa surface et 6000 degrés à sa base. Sa base, justement, est une limite physique. À la profondeur de 5150 km, la pression dépasse désormais 3,3 millions d'atmosphères et même à 6000 degrés, le fer n'est plus capable de se maintenir à l'état liquide. Le cœur de notre planète est donc le noyau interne qui a la même composition chimique que le noyau externe, mais qui lui est solide. Le fonctionnement du noyau dans son ensemble est encore assez mal compris. Pas surprenant puisqu'on l'étudie en tentant de le modéliser à partir des infos obtenues via les ondes sismiques qui l'ont traversé à 5000 km sous nos pieds. Mais on a déjà quelques clés et on a surtout découvert son rôle majeur pour notre planète. Le noyau est la portion la plus chaude de la planète et il rayonne cette chaleur dans le reste, aidant ainsi à maintenir la planète dans son ensemble chaude. Sans cela, la Terre serait géologiquement morte. Pas forcément froide en surface pour autant, mais c'est autre chose. En rayonnant sa chaleur, le noyau refroidit lentement. Plus il refroidit, plus le noyau interne grossit parce qu'il faut de moins en moins de pression pour maintenir solide un matériau plus froid. L'évacuation de cette chaleur, en fait, elle se fait par un phénomène de convection du noyau externe liquide. Des cellules emportent la matière chaude vers l'extérieur et font redescendre la matière froide vers l'intérieur. Un noyau métallique qui cristallise donc lentement, tout en tournant sur lui-même, dans une couche de métal en fusion, elle-même en mouvement dans d'autres directions avec la convection. Voilà qui ressemble furieusement à une dynamo de 6800 km de diamètre. Et effectivement, c'est là l'origine du champ magnétique terrestre. Celui qui nous protège des rayonnements solaires et sans lequel la vie sur Terre ne survivrait pas. Au-dessus du noyau, il y a le manteau qui s'étire sur un peu moins de 3000 km d'épaisseur. Il est composé en majorité par des éléments qui ont une forte affinité pour l'oxygène et ou sont plus légers que les métaux du noyau. Le silicium est le plus abondant de ces éléments dits lithophiles. Oui, le manteau étant rocheux, lithophile, les éléments qui aiment la roche, par opposition au noyau métallique. Le manteau n'est pas une couche unie non plus cependant. Il est séparé en deux couches principales, elles-mêmes subdivisées. Le manteau supérieur et le manteau inférieur. Ils sont traditionnellement séparés en fonction de leur nature minéralogique. À 660 km de profondeur, en effet, la péridotite, la roche qui constitue une grande partie du manteau supérieur, n'est plus stable dans les conditions de pression et de température atteintes, et les atomes doivent donc se réagencer pour former d'autres roches, de la pyrolite notamment. Pour expliquer un petit peu plus le processus, je vous renvoie vers ma vidéo sur le métamorphisme, c'est la même chose mais en plus profond. Et donc oui, on a appelé la roche qui existe que dans le manteau inférieur, là où la température est très élevée, pyrolite, roche de feu.
Parfois, les noms scientifiques, c'est assez simple. Parfois. Cependant, il existe aussi des discontinuités physiques, moins visibles, mais peut-être plus importantes pour la dynamique terrestre, comme un changement brutal dans la viscosité vers 1000 km de profondeur, qui est aussi une profondeur récurrente pour différents processus géologiques. D'où l'argument que ce soit une limite plus importante, même si on la voit moins dans l'imagerie. Tout à la base du manteau, il y a aussi un certain nombre d'anomalies, généralement des anomalies de vitesse des ondes, encore une fois, qui trahissent des matériaux de densité différentes. Les deux plus grandes anomalies sont situées sous l'Afrique et le Pacifique respectivement, aux antipodes l'une de l'autre, et leur nature et leur origine, tout comme leurs effets d'ailleurs, sont encore très fortement discutés. Mais ça mériterait une vidéo entière pour en parler. Le manteau supérieur, lui, est subdivisé en deux couches. Le manteau asténosphérique en dessous et le manteau lithosphérique au-dessus. La limite entre les deux est physique. En fait, le manteau lithosphérique est trop refroidi et il n'est plus complètement solidaire de ce qui se passe en dessous. Il se déplace avec la croûte plutôt qu'avec le reste du manteau. Même s'il peut y avoir une influence, les deux ne sont pas complètement déconnectés. Donc du coup, en fait, le manteau lithosphérique va fluer moins facilement aussi que tout le reste du manteau. Comme il est plus froid, il est plus rigide. Le manteau terrestre dans son ensemble va aussi jouer un rôle dans tout ce qui est transfert de chaleur. Ce transfert se fait comme dans le noyau et comme dans l'eau qui frémit. Autrement dit, le manteau convecte avec de grandes cellules qui vont faire remonter la matière chaude des profondeurs, la laisser refroidir plus proche de la surface avant qu'elle ne replonge une fois refroidie. Et évidemment, un solide ne convecte pas à l'échelle d'une vie humaine. Il ne convecte même pas à l'échelle de l'existence de notre espèce. Petite anecdote, le manteau et le noyau ne rayonnent pas seulement la chaleur originelle issue de la formation de la Terre. Ils produisent aussi de la chaleur encore aujourd'hui, car ils contiennent des éléments radioactifs qui se décomposent, dégageant de l'énergie sous forme de chaleur, entre autres. C'est assez pour avoir maintenu la planète habitable jusqu'à nos jours, mais pas pour empêcher la planète de refroidir lentement et donc de mourir à petit feu, puisque sans chaleur, toute cette dynamique terrestre s'arrêterait. Donc oui, la Terre est ce qu'elle est, en partie grâce à la fusion nucléaire. Parmi les questions qui persistent sur la convection, justement, une des plus importantes est sans doute celle-ci. Y a-t-il une cellule ou deux cellules de convection, posées les unes sur les autres? Voire plus, potentiellement. Une autre hypothèse, effectivement, ce serait qu'en fait les deux soient combinés. On a pas mal d'éléments qui sont plutôt en faveur d'une unique cellule de convection. Mais d'un autre côté, comme je le disais, il y a des limites physiques et on n'est pas sûr que ce soit possible de franchir ces limites pour la matière. Donc on aurait alors plusieurs niveaux qui se superposent, mais avec quand même un petit peu d'échange à chaque fois. Une partie de la matière resterait dans une cellule de convection locale, par exemple dans le manteau inférieur, mais une partie passerait et rejoindrait la cellule de convection supérieure, qui elle-même renvoie parfois de la matière. Aujourd'hui, on est à peu près certain que c'est comme ça que ça va se passer, et la question est plus de savoir dans quelles conditions il y a un passage à travers les barrières physiques qui sont présentes dans le manteau, et à quel moment il n'y a pas passage. Toujours est-il que cette convection, elle va amener près de la surface, là où la pression est plus faible, du manteau qui est très chaud, venu des profondeurs. Et comme je l'ai expliqué, comme toute matière qui est décompressée alors qu'elle est chaude, ce manteau va subir la fusion partielle et donc produire des magmas. CF ma vidéo sur le sujet de la fusion partielle, même si elle parlait plus de croûte, le lien est en haut à droite. Voilà. Toujours est-il que donc cette fusion partielle produit des magmas qui remontent en surface où ils vont former la croûte océanique. Chaque segment de croûte océanique formé va ensuite être emporté en latéral et du nouveau magma va venir se mettre au milieu pour former les nouveaux segments. D'une certaine façon, la croûte océanique est donc bien le sommet des cellules de convection du manteau. La lithosphère océanique, la croûte plus
la partie du manteau qui en est solidaire. Ce qui va se passer donc ensuite, c'est que l'extrémité de la croûte océanique, à la fin de sa vie, elle est emportée en subduction alors que le manteau replonge en fait dans les profondeurs. La croûte ainsi plongée, elle a passé par contre beaucoup de temps au contact d'une autre couche de la Terre, à savoir l'hydrosphère, et donc elle s'est gorgée d'eau. Cette eau, elle l'emporte avec elle dans les profondeurs et elle va la libérer. L'eau s'échappe, va s'infiltrer dans le manteau situé au-dessus, et ce manteau, comme toute matière qui est hydratée, va voir son point de fusion baisser. Autrement dit, ce manteau va subir aussi de la fusion partielle. Sauf que cette fusion partielle, elle va être légèrement différente, à cause justement notamment de la présence de l'eau, et les processus vont produire des magmas différents. Là où la fusion au niveau de la dorsale a produit des magmas qui sont dits basiques, qui vont être notamment des basaltes, on va produire des magmas dits acides qui vont notamment créer toute la famille des granites. Le problème, c'est que ces granites, une fois refroidis en surface, ils sont les roches les plus légères qu'on ait vues jusqu'à présent. Et donc, il va être très difficile de les emporter en profondeur. C'est pas facile de faire rentrer un matériau peu dense dans un autre. En conséquence, ils vont rester coincés en surface dans la majorité des cas, seule une petite portion sera détruite, et tout ce qui s'accumule va former la croûte continentale. La lithosphère qui est attachée à la croûte continentale va, comme dans le cas de la lithosphère océanique, rester solidaire de sa croûte et avoir tendance à rester avec elle au lieu de repartir en profondeur. Et donc, elle va subir au fil des milliards d'années énormément d'épisodes de fusion partielle à chaque fois qu'il se passe quelque chose à proximité qui vient la perturber. Et donc, elle va avoir une composition qui est très fortement transformée. Parce que à chaque épisode de fusion partielle, on a absorbé tous les éléments qui avaient le plus de facilité à passer dans la phase liquide. On a appauvri donc le manteau continental, ces éléments qui fondent facilement, et on crée des magmas dits toujours plus évolués. Ça va avoir pas mal de conséquences sur le volcanisme des continents. Justement, le volcanisme, parlons-en. Que ce soit dans les océans, au niveau des dorsales, dans les subductions ou dans tous les autres processus qui vont se passer sur Terre, à chaque fois qu'on génère des magmas, il y a du volcanisme, et qui dit volcanisme dit libération de gaz dans l'atmosphère, et notamment des gaz à effet de serre. Ces gaz vont ainsi piéger la chaleur qui est soit rayonnée par la Terre, soit transmise par notre étoile, et tout ça va permettre de maintenir les couches les plus superficielles de la planète relativement chaudes. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui sur Terre, on peut avoir une hydrosphère et une atmosphère, les deux couches les plus externes de notre planète. Combiné avec le champ magnétique qui les protège, c'est ce qui a créé la planète telle qu'on la connaît aujourd'hui. En final, tout n'est qu'histoire de convection thermique ou conduction thermique selon les cas, dans les différentes couches de notre planète. Tout ce qu'on peut voir en géologie et même dans une certaine mesure dans d'autres disciplines, climatologie, d'une manière beaucoup plus tirée par les cheveux, en biologie, est en fait un fragment des énormes flux de chaleur, des énormes flux d'énergie qui se font autour de la planète, et au sein de la planète surtout, je veux dire. Et donc voilà qui conclut cette vidéo. Dans le fond, tout ce qu'on étudiera sur Terre sera toujours une partie de ces cycles, et j'ai déjà abordé ça dans d'autres vidéos. J'ai déjà abordé des fragments, et on va continuer de le faire dans l'avenir. Bref, à une prochaine fois, et d'ici là, puisse votre esprit demeurer vif, et votre curiosité dénuée de toute limite.